Donc, peut-être avant de démarrer, la notion de communautaire, je voudrais juste la clarifier parce que c'est quelque chose qui peut prêter à confusion dans le contexte actuel, souvent. Pour nous, communautaire, c'est plus la notion de community ou bien de comunidad qu'on trouve en espagnol et en anglais, où ça se rattache avec un environnement. C'est une communauté de gens qui vivent ensemble. Et nous ne l'utilisons pas dans le sens que c'est souvent utilisé en Occident, ici en Europe francophone, qui rattache aux communautés étrangères. Pour nous, c'est l'endroit où les gens vivent, donc dans le contexte de vie, et voir des communautés d'intérêt aussi un peu plus larges. Mais ça peut aussi regrouper des communautés culturelles, mais comme étant moins importantes. Donc moi, je mets l'accent sur la diversité contextuelle et non pas forcément la diversité culturelle et des appartenances multiples. Vous verrez un peu plus loin qu'est-ce que j'entends par là. Voilà, donc le plan de ma présentation va être dans un premier temps d'aborder toute la question de l'art de complexifier les problématiques. Vous verrez que ça rejoint aussi beaucoup de choses qui ont été dites au préalable. De considérer la présence d'invisibles, je vais essayer de clarifier de quoi il s'agit, et puis de ce que j'ai nommé, je vous raconterai aussi après plus en détail, d'éviter de titiller de manière frontale la bête. Je vous expliquerai aussi qu'est-ce que nous entendons par la bête, et puis en guise de conclusion, je vous amènerai aussi quelques éléments. Voilà. Alors, le travail communautaire, il faut que je comprenne comment marche. Voilà. Le travail social communautaire, c'est entre autres donc à travailler avec le contexte, le réseau. Alors, quand nous, on travaille beaucoup avec des mineurs, vous voyez qu'ici, je n'ai pas nommé migrants, et c'est à dessein, c'est-à-dire que dans le contexte dans lequel on vit en société, cosmopolite, multiculturelle, on a affaire à un ensemble de gens qui vivent ensemble avec des appartenances différentes. Et les mineurs ou jeunes adultes, ben, ils sont entourés de professionnels qui sont aussi dans un contexte avec des appartenances différentes. Mais on ne va pas forcément mettre l'accent sur, quand on intervient en communautaire, sur la différence culturelle, sur le fait qu'il s'agit de migrants ou jeunes. Donc, on a ce sous-groupe qui est les mineurs, avec des problématiques souvent assez liées avec le passage à la majorité auquel on s'en est confronté, autour de la formation, de l'insertion, leur famille, leur communauté, alors à ce moment-là, culturelle ou ethnique ou nationale. Ensuite, des enjeux sur les espaces publics, les associations, et puis pour ceux qui sont en foyer, dans un foyer éducatif, la vie en foyer, les enjeux de consommation de produits, la sexualité à risque, et puis les jeux d'argent, les jeux d'écran, et puis aussi toutes les questions d'incivilité et de violence. Donc nous, on est interpellés par ce type de problématiques autour d'adultes préoccupés par des comportements ou des choses qui inquiètent chez les jeunes, que ce soit mineurs ou jeunes adultes. Et donc, dans notre manière de travailler, on va commencer par faire un état des lieux avec tous les acteurs concernés. Donc, on va essayer de regrouper quels sont tous les adultes concernés par cette situation. Donc, on est plutôt interpellé par le monde adulte, rarement par les jeunes eux-mêmes. Et donc, on va essayer de faire cet état des lieux. Et puis, de quoi ont-ils besoin pour réduire le problème, ce qui les préoccupe, en quelque sorte, avec les jeunes et les mineurs. Qui fait quoi ensuite, avec quelles ressources? Donc les ressources, elles sont essentiellement déjà existantes dans le groupe des professionnels et il y a des références à leurs ressources, leur manière de travailler, leurs outils habituels, mais peut-être ils ne sont pas suffisamment développés à un moment donné où on ne fait pas des liens entre les différentes approches, etc. Et puis c'est toute la question du calendrier, il y a aussi le budget, etc. Et ça va vous donner un peu les grandes lignes de ce que nous allons travailler. Donc nous, quand on travaille en réseau, donc complexifier la réalité, on part du principe que nous sommes, nous également, en tant que professionnels qui accompagnent un groupe, avec tous les différents collègues qu'on peut rencontrer, ici, et puis nous on est aussi dans le tas, on est face à une réalité qu'on n'est pas vraiment
au clair. Il y a un problème dans un endroit, il y a des problèmes qui existent, mais comment nous allons aborder ce problème et qui c'est qui interprète quoi? Alors ici, je reprends donc un conte oriental qu'on retrouve dans toutes sortes de traditions orientales. C'est le conte des aveugles et de l'éléphant, où chacun va toucher un bout de l'éléphant sans avoir la capacité de voir l'ensemble de l'éléphant. Et dans le réseau professionnel, on est souvent dans cette situation où nous touchons un bout de la réalité des usagers, des patients, mais nous n'avons pas la vision globale de l'usager. Donc c'est le croisement de ces regards qui nous paraît important pour essayer d'aller de l'avant et décider comment nous allons travailler avec l'usager. Donc il y a ici, celui-ci touche la trompe, il pense à un serpent, celui-ci touche la défense, il pense à une lance, celui-là l'oreille en éventail, le mur, etc. Donc il y a vraiment une idée de se dire mais il faut se mettre ensemble pour pouvoir essayer de déceler quelle est la réalité avec laquelle on a affaire et pour pouvoir dépasser nos propres perceptions, nos propres représentations que nous avions au départ si nous touchions qu'une partie de l'éléphant. Alors ça trouve du coup des situations assez particulières. Donc là, par exemple, nous avions été interpellés par le SPMI une fois pour intervenir dans un foyer de l'hospice. Et dans cette situation, donc, il y avait une infirmière et une assistante sociale qui étaient au cœur d'un réseau d'une famille qui était présente avec différents enfants. Et quand nous, on a été interpellés, on s'est rendu compte que chaque enfant ou chaque membre de la famille voyait un professionnel. Et là, ce n'est que la pointe de l'iceberg, que je l'ai montré une fois dans un colloque à l'hôpital, et ils ont reconnu la situation familiale, et apparemment, c'était vraiment la pointe de l'iceberg, et il y avait encore beaucoup plus d'intervenants qui étaient intervenus dans cette famille. Donc il y avait cette situation où nous on était face à cette réalité et puis on se questionnait avec les collègues, donc j'étais avec les collègues de la permanence de Point Jaune et on s'était dit mais comment on va travailler avec cette situation. Alors la première chose qu'on constate c'est qu'il y a un groupe familial qui n'est pas vraiment pris en considération. Ce sont des individus qui sont pris en considération. Mais en même temps, la famille en tant que groupe n'existe pas. Elle n'est pas prise en considération par nos interventions. On était vraiment dans cette réalité-là. Donc nous, à Point Jaune, on a essayé de poser la question du réseau. En même temps, on ne se sentait pas crédibilisé par l'infirmière, qui était dans des représentations médicales. Donc, du coup, on a sollicité la présence de la doctoresse Jam parce qu'elle pouvait amener cette reconnaissance pour l'infirmière qui était dans son univers médical et ça validait une intervention de groupe. Mais on a fait une première réunion de réseau, alors il n'y avait pas tout le monde des professionnels étaient présents, mais il y en avait quand même passablement, et il y a eu un blocage net. C'est la réponse dit, nous on ne travaille pas en systémique, nous on travaille de manière individuelle, et cette manière de travailler ne correspondait pas à un nombre de professionnels qui étaient dans ce réseau-là. Donc on était face à une difficulté de se dire, mais tiens, nous on pensait partir en direction d'un travail autour de la famille, mais ça semblait un peu difficile. Donc voilà, c'était toute la question pour nous, elle est de fond. Est-ce qu'on va travailler dans une logique de système, mais ça veut dire qu'on prend aussi du temps de se réunir, de faire ces séances et de réfléchir ensemble face à cet éléphant que nous avons devant nous, ou bien est-ce qu'on va continuer à travailler de manière individuelle, en silo, et ne pas prendre ce temps de travailler avec des collègues et essayer de comprendre ce qui se joue, alors pas forcément là pour les individus, mais pour le groupe familial. Il y a un enjeu qui nous paraissait important. Alors bon, si les professionnels s'interrogent comment intervenir et travailler ensemble autour d'une personne ou d'une famille, le patient, l'usager, lui, il est confronté à tout ce monde professionnel avec des injonctions, des discours qui sont multiples, parfois contradictoires, et puis il est confronté à un jargon des fois aussi difficile à comprendre, hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de pouvoir prendre le temps de traduire, de dire, etc. Et là, quand on discute des fois avec les usagers, quand on a l'occasion de le faire, on se rend compte de la difficulté dans laquelle ils sont pour pouvoir nous comprendre.
Donc voilà, prendre le temps d'être à la même longueur d'onde. Donc là, je prends cette image d'avant l'ethnopsychiatrie, et c'est vrai que ça pose la question comment fait-on? Quelles sont nos références quand on va se rencontrer? Ici, vous avez une situation où une personne attend une divination de la part du psy. Le psy, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc à un moment donné, comment on va se rencontrer quand on a des cadres de référence complètement différents? Alors bon, ça... T'as mis l'ancien... Il me manque les titres, mais bon. Ok, là, donc on va aborder cette notion d'invisible. Là, quand nous sommes confrontés à une situation là, individuelle, par exemple... Pardon. Je ne maîtrise pas bien ce truc. Voilà, ici vous avez une personne qui peut avoir différentes, je veux dire, personnalités en fonction du moment, en fonction du contexte. On peut être heureux, malheureux, fâché, en bonne santé, malade, etc. Donc suivant le moment, on a une personnalité déjà, une humeur qui peut être changeante. Ensuite, nous avons une famille nucléaire qui peut varier d'une personne à l'autre, d'un même groupe. Donc aussi entre frères et sœurs, on aura une place différente dans sa famille. Du moment que nous avons une place différente, si on est l'aîné, on n'aura pas les mêmes rôles à jouer que si on est le cadet ou si on est le troisième ou cinquième. Donc il y a un enjeu autour de sa famille, de l'appartenance de la famille, la famille élargie, les amis proches. On n'a pas forcément les mêmes, et pourtant on peut être de la même famille, le milieu professionnel, l'administration à laquelle on a affaire, si on vit dans un canton l'un et l'autre dans un autre canton, les communes culturelles, linguistiques, si on a un époux qui vient d'un autre pays, qui parle une autre langue, donc là, etc., les communautés religieuses, et puis l'autre invisible aussi, qui ne sont pas sur le schéma, c'est les ancêtres, les dieux, les esprits, etc. Donc à un moment donné, quand nous on est face à la personne, on a tout ce groupe en face de nous aussi. Et c'est ces appartenances multiples où, quand on intervient dans la complexification, peut-être qu'il faut tenir compte qu'on aura un type de réponse en fonction de quel contexte on se trouve et à quoi on va se référer. Donc là, il y a aussi tout un enjeu pour nous de complexifier la réalité de la personne ou du groupe avec lequel on travaille. Donc voilà, si on reschématise, donc nous professionnels, nous avons tous une personnalité avec des appartenances multiples, plus ou moins adaptables selon le contexte. Donc nous, si on est un professionnel d'ici, on aura peut-être ce type de référence, mais le collègue aura peut-être d'autres sensiblement différentes, etc. Donc nous aurons tous des appartenances différentes et on va réagir différemment en fonction des contextes. La même chose pour un kosovar ici. Alors là, je l'ai symbolisé appartenant à la confrérie des Bektashi, mais en même temps, vous avez plein d'autres appartenances chez les Kosovars. Et donc, la même chose, quand nous sommes face à un kosovar, nous avons une multitude d'appartenances invisibles qui dépassent son propre nom ou sa nationalité ou la manière dont on le catégorise en tant que permis N, permis F ou je ne sais pas. Donc voilà, c'est important de voir que nous sommes multiples et que nous avons des appartenances multiples dans notre vie de tous les jours. Nous sommes tous multiples. Donc chaque professionnel intervient aussi avec cette multiplicité d'appartenances. Donc des fois, peut-être qu'on va faire référence à son histoire de famille, qui est le moteur d'une décision que nous allons prendre. D'autres fois, c'est la formation professionnelle ou encore d'autres critères qui vont à un moment donné guider nos décisions. Donc chaque professionnel va intervenir donc, en fonction de son mandat institutionnel, de son éthique professionnelle et de ses représentations personnelles. Donc si nous avons le migrant ici, la communauté dans laquelle il appartient, mais là, la communauté culturelle ou ethnique ou de ce qui lui est important pour lui. Et vous avez les différents professionnels qui vont intervenir, mais avec un regard différent par rapport à cette personne. Donc chaque groupe de personnes va capitaliser une somme de savoir, d'expérience et de compétences. Et donc ces différentes compétences, on va chacun en avoir nos propres compétences.
Donc quand on se retrouve ensemble en groupe, ben, on va multiplier ce nombre de compétences autour pour nous, et donc on aura à ce moment-là un grand nombre d'invisibles présents, puisqu'on ne va pas forcément expliciter lors de la séance qu'on fait référence à telle chose ou telle chose lors de notre échange pour lequel on se retrouve. Donc là, si nous imaginons un groupe de jeunes, donc une classe ou dans un centre de loisirs, nous pouvons imaginer qu'ils sont au centre, et puis nous, les professionnels, on est à l'extérieur, et nous avons des dynamiques de groupe entre nous, de monde de fonctionnement. Alors ces dynamiques de groupe dépendra aussi de la connaissance que nous avons des uns des autres. Elle peut varier, et puis voire avoir des situations de tension ou de conflit, parfois même dans certains contextes et situations. Donc chaque sous-système, là si on prend le groupe des adultes ou le groupe des jeunes, est composé de sous-systèmes qui peuvent changer de dynamique. Donc voilà, par exemple là, j'ai de la peine avec ça. Donc là vous avez un sous-groupe qui peut se créer, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, une alliance qui peut se faire parce qu'il y a des expériences communes, il y a une vision commune qui peuvent être partagées dans ce sous-groupe, mais qui n'est pas forcément partagée par un autre groupe. Et là, je vais vous amener une petite illustration qui est tirée de même tout au début de mes expériences à l'EPIC, où j'étais parti avec un collègue pour travailler dans un conseil de direction d'un cycle d'orientation suite à une crise assez importante parce que des élèves avaient été arrêtés en Espagne en possédant du cannabis ou hashish, je ne sais plus, et donc il y a eu un rapatriement de la classe, grande crise parce qu'il ne fallait surtout pas que ça apparaisse dans les médias, les parents, il fallait les informer, il fallait expliquer le pourquoi, comment. Donc à un moment donné, c'était tout au début que je travaillais, et puis mon collègue me dit, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il me dit, on va faire tourner la parole dans le groupe des professionnels, en l'occurrence les élèves n'étaient pas présents dans cet exemple, et on va faire tourner la parole avec le groupe du conseil de direction, et puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et on verra. Ok, on y va. Et puis la première personne qui s'exprime dans le conseil de direction se fait directement casser par la direction, et du coup il n'y a plus personne qui ose ouvrir la bouche. Donc du coup mon collègue il pose les questions uniquement à la directrice. Et puis, voilà, je le laisse faire. C'était ma première semaine au boulot. Je n'allais pas remettre en question sa manière de faire, même si ça ne correspondait pas à ce qu'il m'avait dit. Et puis, en sortant de la séance, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? On avait dit qu'on faisait tourner la parole. Il me dit, mais Michel, tu n'as pas remarqué la bête? Alors, qu'est-ce que tu dis, la bête? Tu veux dire que la directrice était une bête? Mais non, Michel, tu n'as pas vu la bête. Et puis après, ce qu'il me disait par la bête, c'est-à-dire la dynamique de groupe. Tu n'as pas vu la dynamique de groupe. On ne peut pas s'attaquer à la bête de manière frontale. Donc si on avait fait tourner la parole, on aurait descendu tous les collègues, les uns après les autres. Donc il fallait créer l'alliance avec la direction pour pouvoir mettre un pied dans l'école. Et donc tout l'enjeu était ça, c'est-à-dire de dépasser cet invisible qu'on ne voit pas, cette dynamique de groupe, qui a un impact sur le fonctionnement de notre intervention et de ce conseil de direction d'école, et qui a ensuite un impact sur les enseignants et sur les élèves. Donc il y a cette notion de dynamique de groupe, cette bête invisible avec laquelle il faut travailler. Donc voilà, donc avec souvent des comportements imprévisibles liés aux appartenances et aux alliances qu'il peut avoir dans le groupe. Dans le groupe du conseil de direction, on ne savait pas les alliances entre les uns et les autres. C'était la première fois qu'on intervenait, on n'a pas eu le temps de se renseigner, c'était une situation de crise, d'urgence, et c'était vraiment quelque chose où l'intervention n'a pas pu être préparée autrement qu'en y allant et découvrir sur place. Donc nous, on est souvent confrontés à cette situation où on est face à une dynamique de groupe qui fonctionne comme des bancs d'oiseaux, c'est-à-dire des vols d'oiseaux qui peuvent partir un moment dans un sens et un autre moment dans un autre sens.
et avec des personnes qui soit essayent d'éviter de suivre le groupe, soit foncent avec le groupe dans une seule direction. Donc nous, on est régulièrement confrontés à ces situations de changement aussi de direction, et des fois on ne sait pas toujours très bien et ça nécessite un temps de réadaptation. Donc confronté à cette réalité-là, on part aussi du principe que tout peut changer d'une minute à l'autre, et c'est bien le cas des révolutions qu'il y a eu ces derniers temps. Okay. C'est qu'on les avait rarement vus venir. On n'a pas vu le mur de Berlin chuter, on n'a pas vu les révolutions arabes démarrer, etc. C'est quelque chose qui, le contexte peut changer aussi très rapidement dans les équipes, et on ne voit pas forcément arriver les choses. Donc, ce qui est un peu arrivé aux États-Unis aussi, lorsque Obama avait pris le pouvoir, il y a eu un changement, mais ce changement, tout en ayant été bien organisé par les communautés, les organisateurs communautaires qui intervenaient dans les quartiers défavorisés, où ils ont poussé les gens à s'inscrire pour pouvoir aller voter. Donc, il y a un moment donné, il y a eu ce changement qui peut arriver à tout moment. De même, aujourd'hui, avec le reversement, avec l'arrivée de Trump, c'est sûr qu'on a ces changements qui peuvent arriver. On peut changer de dominant, comme on peut changer de génération, qui amène d'autres valeurs, d'autres manières de voir les choses. Voilà, donc en guise de conclusion, je pense que c'est important que nous prenions le temps, comme les collègues le disaient au préalable, de clarifier ensemble nos attentes, nos objectifs, et qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller, etc. Et ce temps-là, il est nécessaire de le prendre, et il n'est pas forcément facile dans un premier temps, parce qu'on a l'impression de perdre du temps, alors qu'au final, on va gagner du temps. Mais c'est très difficile de convaincre que ce temps est nécessaire pour pouvoir gagner du temps. Ensuite, peut-être aussi une chose qui est importante, qui rejoignait aussi ce que disaient les collègues préalables, c'est cette notion de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est toute la question de la sortir soi-même, dire ben, on y va, on se lance, ou alors d'attendre qu'on soit forcé, comme c'était ton cas à FID. Là, il y a quelque chose, vraiment se poser la question, est-ce qu'on va vers l'autre, est-ce qu'on va vers le changement, et est-ce que nous le sommes moteurs ou nous attendons? Alors évidemment, il y a toujours un risque quand nous posons ça. Donc prendre le risque et du temps, ou ne pas le prendre, s'opposer au système, ou travailler dans le système. Alors le propre de l'approche communautaire, c'est qu'on travaille dans le système. On le change par petites étapes à l'intérieur. Mais des fois, on se fait aussi éjecter, je vous rassure. Donc aussi toute la question de l'éthique. Donc aussi sur quoi quelle éthique allons-nous baser pour pouvoir continuer à travailler. Donc depuis la destruction de la tour de Babel, hein, où les hommes s'étaient unis pour aller rejoindre Dieu le plus haut possible, Dieu a détruit la tour, et du coup nous sommes aujourd'hui condamnés à devoir travailler avec la diversité des langues, tant chez les collègues, mais quand j'entends langue, c'est aussi les pratiques professionnelles différentes, et puis en même temps celles des usagers et des patients. Donc on est vraiment dans cette idée de dire, mais aujourd'hui on est condamné à devoir travailler de cette manière, je ne vois pas tellement d'autres possibilités. Et pour le dernier point, donc si je reprends les points qui me paraissent les principaux, c'est vraiment de complexifier nos regards, notamment en faisant émerger des points de vue différents. C'est de prendre le risque de sortir de la zone de confort, et puis de questionner le sens des cadres, de notre éthique, de nos procédures, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant.